Fawzi Sqali. Merci. Merci à vous, parce que je rappelle, merci 2 fois en fait, d'avoir accepté l'invitation au débat et d'être venu de Fès. Hein, aujourd'hui, ce matin, pour être parmi nous. Donc je rappelle, Fawzi Sqali, que vous êtes anthropologue, écrivain et président du Festival de la culture soufie, qui vient de fermer ses portes, qui vient de baisser le rideau il y a quelques jours d'ailleurs. Absolument. On en reparlera. Donc avec vous, Fawzi Sqali, l'actualité, l'atmosphère générale ambiante. Alors d'un point de vue économique, il y en a qui disent ouais c'est morose, d'autres qui disent non, ils sont résolument optimistes. Donc on parlera de ça et puis prendre la température aussi chez vous, Fawzi Sqali, l'intellectuel, voilà, sur l'atmosphère globale à travers le pays. Et ensuite, on parlera de ce qui est aussi l'actualité, qui est un enjeu majeur. C'est la refonte un petit peu du modèle de développement au sens large, mais avec des bases qui ont été jetées sur, la réforme du système éducatif, 2, la réforme de la formation professionnelle, dont les propositions et suggestions doivent être remises au chef de l'État dans quelques jours, parce qu'il y a eu un temps additionnel qui a été accordé par le chef de l'État et par le souverain. Et ensuite, on parlera le sophisme. Alors, le sophisme, c'est une culture, un état d'esprit, une manière de voir le monde, d'appréhender aussi le quotidien. Voilà. Donc vous nous direz aussi un petit peu tout ça dans un troisième temps. Mais Fawzi Sqali, dans un premier temps, vous, en tant que Fawzi Sqali, intellectuel, citoyen, engagé, investi, qu'est-ce que vous ressentez dans l'air du temps? Qu'est-ce qu'il y a quoi dans l'air du temps? Est-ce qu'on est dans une période un peu particulière? Est-ce qu'il y a rien de particulier? Est-ce que morosité, pessimisme, on se cherche, on se gratte la tête et on se dit voilà où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait? L'impression, c'est un moment de perplexité, d'interrogation, peut-être de doute, mais qui commence à être dépassé. Voilà, c'est un peu la sensation que j'ai. Il y a peut-être maintenant quelque chose de plus serein qui se met en place. Alors évidemment, quels sont les facteurs sociologiques, si je puis dire, extérieurs, qui peuvent un peu contribuer à cela? Eh bien, d'abord, il faut bien le dire, même si c'est parfois une façon un petit peu de prendre un argument un peu c'est presque facile, mais il faut bien le dire qu'il y a cet îlot marocain dans un magma, parce que lorsqu'on écoute les informations toute la journée, évidemment, on a l'impression que le monde est dans un cataclysme permanent. Bien sûr, ce sont aussi les informations en ligne qui donnent cette impression permanente, mais aussi il y a aussi une réalité. Ça joue pour vous, la sensation. Oui. Est-ce que ça joue sur vous? Les déclarations de Donald Trump, ce qui se passe en Arabie Saoudite, voilà. L'élection d'un président d'extrême droite au Brésil. C'est-à-dire toute cette montée des populismes, toute cette espèce de régression en général de la politique d'une façon générale, nous, à contrario, nous ancre dans la sensation qu'il n'est pas si mal d'avoir un cap et d'avoir quelque chose qui a une permanence, même si on passe par des moments de turbulence. Voilà. Donc il y a quelques turbulences. Vous, anthropologue. Il y a eu des problèmes sociaux. Oui, mais est-ce que c'est quelque chose qui se passe partout dans le monde et que là, qu'on vit ça, c'est peut-être aussi un peu novateur chez nous, un peu nouveau, surtout le fait que ce soit sur un cycle relativement court et qu'effectivement, ça a été un peu perturbant. De toute façon, la politique aujourd'hui, c'est presque gérer l'urgence en permanence, donc partout. Il y a du nouveau en permanence et donc on est tout le temps dans la réactivité. Et c'est vrai que peut-être que la transparence de tout ce qui arrive aujourd'hui va faire que on doit faire face à ces problèmes en les intégrant comme une réalité de la gestion politique. Ça veut dire Fawzi Sqali, c'est intéressant, là c'est l'anthropologue, là c'est vraiment Fawzi Sqali l'anthropologue. Ça veut dire que là aujourd'hui, tout cet environnement international, national, local, régional, a un impact sur l'état psychologique de la société. Oui, ça c'est clair. Qui est mesurable, qui n'est pas mesurable. Il faut dire que par le fait même que des problèmes se posent et qui sont en définitive résolus, donc on s'installe dans l'idée que nous passons dans différentes phases et que le monde est ainsi fait aujourd'hui. Mais finalement, à contrario, par rapport à tout ce qui se passe, il y a cette sensation au moins d'avoir un cap et de savoir où on va.
Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est la structure du Maroc qui est ainsi faite. Il y a, si je puis dire, le ponctuel, il y a l'actuel, mais aussi le permanent en filigrane. Cycle long, comme en économie. Voilà, cycle court et cycle long. Et donc cette alternance, il faut être en capacité aussi de la gérer. Voilà, on en voit l'intérêt. Et vous savez, cette espèce de conjonction, dont Aristote disait que c'est sans doute le système le plus fonctionnel, si je peux dire, parce que vous savez, Aristote disait que, par exemple, chaque système politique a sa caricature, n'est-ce pas? Par exemple, la caricature de la démocratie, c'est le populisme, n'est-ce pas? Et la caricature de l'aristocratie, c'est l'oligarchie. Et donc, il y a à pouvoir d'abord ramener chaque système dans sa fonction véritable. Et ensuite, il y a le fait qu'au Maroc, il y a cette conjonction qui fonctionne, et qu'Aristote avait souligné, entre à la fois la monarchie et c'est simplement la démocratie en tant que système populaire. Et entre les deux, entre le haut sommet et les populations, il y a des corps intermédiaires, il y a les institutions. Voilà, il y a des corps intermédiaires. Voilà. Et là, on se rend compte que les corps... Si je vous dis, Fawzi Israeli, que les corps intermédiaires se sont affaiblis, les corps intermédiaires aujourd'hui ont une très faible audience auprès des populations, est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ou vous êtes beaucoup plus pondéré, mesuré? Mais c'est en même temps, je sais qu'on leur jette très facilement la pierre, mais en même temps, c'est à peu près la règle du jeu. Voyez-vous ce qui s'est passé en France? En l'espace de quelques jours, on est passé d'une espèce d'embellie absolument extraordinaire, où tout allait pour le mieux dans le meilleur pays du monde. Et puis, d'un seul coup, plus rien n'allait, comme si on était dans un trou noir. Et donc, finalement, c'est quand même les mêmes personnes. C'est pour dire à quel point il est extrêmement difficile de gérer aujourd'hui la chose publique au quotidien et dans cette espèce d'incertitude permanente. Donc, c'est pour ça que c'est le fait que cette façon de gérer les choses soit doublée d'une vision à long terme, qui fait que finalement on se dit que le système marocain est quand même un système intéressant et qu'il peut passer les turbulences tout en s'inscrivant dans la durée. Là, vous êtes en train de définir un petit peu, de dessiner, si je puis dire, en tout cas, je veux dire, le mode de fonctionnement de notre gouvernance. Absolument. Donc, les politiques, l'élite politique qui est là pour gérer le quotidien et pour l'amélioration du quotidien de l'ensemble des citoyens, et le chef d'État qui trace la vision et le cap à long terme. À long terme. Et donc, il ne faut pas s'étonner que les gouvernements soient en face de choses de plus en plus imprévues, de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles. Ça n'enlève rien à leurs responsabilités, parce qu'il faut bien gérer. Qu'ils doivent assumer aussi, parce qu'ils n'ont pas assumer pleinement. Mais enfin voilà, il faut prendre les choses dans son ensemble, c'est-à-dire en sachant que la politique aujourd'hui, au quotidien, se fait dans cette espèce de difficulté et de zone de perturbation permanente, d'anticipation, et que tout cela fait qu'on a l'impression, dans des pays qui n'ont peut-être pas en même temps pu cerner les choses dans ce double aspect dont j'ai parlé, on a l'impression que les politiques et la politique est dans une crise permanente. Voilà. C'est la gestion de la crise qui devrait être provisoire et qui devient permanente. Et qui devient structurelle. Ouais. Juste un aspect qui est là aussi, qui fait partie de l'actualité du moment. Fawzi Israeli sur GMT+1. Vous avez vu la décision qui a été prise, conseil de gouvernement, c'est passé par décret, donc on ne change pas l'horloge. GMT+1, voilà. C'est la même chose, vous savez, c'est ce que je disais. C'est-à-dire tout fait débat, tout devient complexe. Vous comprenez, vous, qu'il y ait des personnes comme ça qui s'expriment en disant oui, mais comment on va faire demain pour amener nos enfants à l'école? Ils vont se réveiller, il va faire nuit. Quel aménagement aussi dans les écoles? On doit mettre 80 à l'heure, km à l'heure, et ça a suscité un débat qui n'en finissait plus. Puis maintenant, c'est oublié. Je dirais qu'aujourd'hui, le débat est permanent. Et à propos de tout, moi je crois que, vous savez, il y a autant de raisons parfois de faire une chose que son contraire pour des choses pratiques et techniques comme celle-ci. On a décidé GMT+1, et puis voilà, on passe à autre chose. Fawzi Israeli, en tout cas, ça ne vous a pas dérangé, vous, dimanche matin Depuis dimanche, non, ça ne change strictement rien. Non. Et juste là-dessus, avant de revenir, d'aller sur le terrain de l'éducation-formation, emploi, quel modèle de sociétal, parce que c'est vraiment un modèle sociétal qui va être tracé.
nouvelles technologies, réseaux sociaux, fake news, Oui. vous l'intellectuel, comment vous regardez ça, voilà, de vue aérienne, vue terre à terre, un petit peu tout ça, parce que ça fait partie aussi aujourd'hui de notre quotidien. La difficulté d'anticipation vient du fait que peut-être pour la première fois dans l'histoire humaine, la technologie va plus vite que notre capacité à la penser. On est dépassé en fait. À la concevoir. On est complètement dépassé par le progrès technologique. On est dépassé, et on est beaucoup plus qu'on ne l'imagine d'ailleurs, parce que il y a une espèce de mouvement exponentiel, parce qu'une invention se conjugue avec d'autres inventions, et donc il y a un mouvement qui est tout le temps en expansion. Et finalement, voilà, il est extrêmement difficile de pouvoir penser tout cela. Donc on est tout le temps dans la réactivité simplement. On n'est pas dans l'anticipation. Y compris le citoyen lambda, voilà, y compris le consommateur d'informations sur les réseaux sociaux. Voilà, absolument. Donc bien sûr qu'il y a à développer des cellules de réflexion. Il y a même des endroits où on a créé des ministères dédiés un petit peu à cette stratégie, n'est-ce pas, de la communication, pas simplement pour faire de la communication politique, mais pour plutôt penser ce qui est en train de se passer et de pouvoir simplement rendre le langage politique audible et compréhensible. Parce que c'est cela aussi, parce qu'on est tout le temps dans le malentendu. Très souvent, il suffit d'un mot de plus ou de moins pour qu'on passe à quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le sujet même qui est posé. Donc là, il y a une réflexion de stratégie de communication et plus simplement que de la com politique qui doit être prise en compte. Il y a aussi évidemment des choses qui sont extrêmement importantes et que l'on doit de toute façon aborder parce qu'on ne peut pas absolument les éviter ou continuer à les éluder sous l'argument qu'il y a la liberté d'expression, c'est-à-dire tout ce qui est fake news et tout ce qui est manipulation aussi de l'opinion. Des consciences et des opinions. Des opinions, et finalement même de la démocratie. C'est la démocratie qui est prise en otage par tout un ensemble de systèmes de communication qui sont pas personne n'a trouvé de recette. Hein? Pour l'instant, personne n'a trouvé de recette pour ça. Personne, mais par contre, il y a ceux qui ont trouvé la recette pour utiliser ces moyens d'une façon beaucoup plus forte et finalement avec des moyens étatiques et pas simplement individuels pour influencer les opinions et les courants d'opinion d'une façon ou d'une autre, et finalement les résultats d'élections. Et donc là, il y a une véritable hold-up démocratique qui est organisée, on l'a bien vu aux États-Unis, on l'a bien vu, n'est-ce pas, avec tout ce qui se passe un petit peu en Russie et ailleurs, et dans d'autres pays, et on l'a bien vu avec le drame, ou le problème, le scandale qui s'est passé avec l'utilisation des bases de données de Facebook, jusqu'à 80 millions de données personnelles comme ça qui ont été... Cambridge Analytica et toutes ces choses-là. Donc on rentre dans un monde, finalement, dont on ne voit plus très bien les limites ni la capacité d'influence. Et qui change complètement, même notre conception de la politique. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie de pouvoir étudier tout cela de très près. Ça va trop vite en fait. Oui, mais les fake news vont tout simplement faire en sorte qu'on va prendre des décisions qui se basent sur des données fausses. Et donc ce n'est pas simplement quelque chose de facile. Et à rajouter à cela, une chose qui est extrêmement importante, c'est tous les discours, n'est-ce pas, de discrimination, d'appel à la haine, n'est-ce pas, d'exclusion et ainsi de suite, qui passent toujours aussi avec la même force d'impact à travers ce type de médias. Dernière petite question personnelle qui se veut une transition aussi à la deuxième thématique d'aujourd'hui de débat Fawzi Sreli. Vous faites partie de ces intellectuels qui sont toujours intéressants à écouter. Je suis très flatté et très honoré de vous recevoir aujourd'hui, Fawzi Sreli. Mais en même temps, je me dis, est-ce que des personnes comme vous, l'intellectuel que vous êtes et les intellectuels qu'il y a dans ce pays, est-ce qu'ils ont voix au chapitre vous avez parlé de magma, de marasme, de forêt amazonienne technologique, voilà, de se dire, voilà, la voix de la sagesse, de la raison, de la réflexion, de la projection. Oui. Voilà, est-ce que vous arrivez, vous, à essayer d'avoir des petits espaces aussi pour dire ce que vous pensez par rapport à des sujets d'intérêt général? Oui. Je veux dire, intellectuel dans ce sens-là, n'a d'intérêt que s'il y a un moyen de faire entendre sa voix et d'avoir une certaine influence sur le réel. Autrement, si on est intellectuel par rapport à soi-même, par rapport à nos intérêts propres, c'est toujours très très bien. Mais à ce moment-là, je ne crois pas qu'on l'utilise dans le même sens. Mais quand on dit intellectuel d'une façon générale, c'est comment est-ce qu'on peut penser le réel et comment est-ce qu'on peut avoir un certain impact sur lui
sur un plan ou un autre. Et donc, en l'occurrence, dont on était en train de discuter à l'instant, évidemment, ce sont aussi des choses qu'on appréhende à travers la haute autorité de la communication audiovisuelle. Donc vous êtes membre, vous êtes membre de l'ACA. Et qui est en train de penser la question de la discrimination, de l'incitation à la haine, notamment à travers un projet qui est construit actuellement avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme de Genève, de manière à pouvoir véritablement se doter d'outils, n'est-ce pas? D'outils juridiques? D'outils juridiques, certes, Oui. ça, ils existent déjà, mais il faut encore les renforcer, les adapter, parce qu'il y a toujours cette contradiction entre la liberté d'expression et les appels, toujours dans les mêmes articles onusiens, n'est-ce pas? Nous allons voir ces deux aspects, et il faut gérer et arbitrer entre la liberté d'expression qui doit être en principe limitée que par ce qui est interdit pas légalement, et en l'occurrence, ce qui est interdit, c'est les discriminations, quel que soit l'ordre de ces discriminations, et tous les appels d'incitation à la haine et à la violence. Donc aujourd'hui, évidemment, il faut pouvoir arbitrer, il faut se doter d'outils de plus en plus subtils, d'où le fameux plan de Rabat en 6 points qui a été fait par le Haut Commissariat aux droits de l'homme et ici au Maroc, et qui est devenu une référence en la matière pour pouvoir décider de ce qui est véritablement de la liberté d'expression et de ce qui ne l'est plus, n'est-ce pas, et qui doit donc amener une sanction. D'où le rôle, évidemment, en l'occurrence, du Conseil supérieur d'audiovisuel, de l'ACA, pour pouvoir traiter et monitorer, si je puis dire de façon très concrète, ce type de situation. L'ACA, parce que vous êtes membre de l'ACA, je vous tiens là-dessus. Juste avant de passer au deuxième thème. Libéraliser le paysage audiovisuel, c'est toujours d'actualité, c'est plus d'actualité. Parce que les Marocains se posent là aussi la question. Donc, c'est peut-être intéressant d'entendre Fawzi Israeli là-dessus. Le processus est en cours. C'est en cours. Oui, absolument. Une nouvelle chaîne télé, c'est prévu. Un communiqué a déjà été publié officiellement par l'ACA. Plusieurs candidatures ont été donc posées. Donc des candidats, des dépositaires de licences de télévision. Et même des licences ont été attribuées. Donc le processus est totalement en cours. Et je pense que c'est une des réponses de ce que nous étions en train de dire sur le fait de ne pas pouvoir créer des monopoles d'influence aujourd'hui, et de pouvoir diversifier de la façon la plus grande possible. On va démocratiser le paysage audiovisuel. Voilà, pour le démocratiser et pour donc élargir le plus possible la participation des citoyens dans leurs différentes diversités, qu'elles soient régionales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient culturelles, évidemment celles qu'on appelle, que la Constitution appelle les courants de pensée et d'opinion. Et dans toute leur diversité d'ailleurs. Voilà. Donc le deuxième axe, parce que c'est aussi là, c'est en plein de l'actualité, éducation, formation, emploi. Donc le chef de l'État, double discours là-dessus. Double discours, c'est-à-dire qu'il s'est exprimé à 2 reprises pour mettre l'accent sur l'emploi, pour mettre l'accent sur la formation, pour mettre l'accent et pour enclencher la réforme de l'éducation nationale et du système éducatif. Fawzi Israeli, vous en pensez quoi, vous? Est-ce que, un, de ça, et deux, de ce qui va arriver dans les 5-10 prochaines années, c'est-à-dire l'impact de toutes ces réformes-là, à la fois du système éducatif, à la fois de la formation professionnelle? Mais écoutez, je crois que, évidemment, tout le monde sait pertinemment qu'il s'agit là d'un champ stratégique majeur, parce que toute société qui ne prend pas en compte suffisamment sa jeunesse s'expose à des situations évidemment très très compliquées à gérer par la suite. Et puis tout simplement on sait très bien que la jeunesse est le moteur même de tout développement. Donc il faut penser cette jeunesse. Il faut savoir aussi que c'est pour ça que je parlais un petit peu de perspectives quand même sereines par rapport à des perturbations qu'on a pu connaître. C'est que le Maroc, comme beaucoup d'autres pays, a connu une transition démographique assez importante. C'est-à-dire qu'on est passé de 7,2 enfants dans les années 70, actuellement à 2,2 et peut-être la moyenne, même 2,15. Standard universel aujourd'hui. Voilà. Donc le standard. Donc on arrive à un standard quasiment proche du standard européen, à vraiment 0,2 près. Et ça, c'est mine de rien, mais c'est fondamental dans tout changement structurel au sein de la société. C'est-à-dire que aujourd'hui, cette espèce de dépassement, de débordement permanent d'une jeunesse qui ne trouve plus d'issue commence à être intégrée petit à petit. Et toutes ces politiques vont avoir pour but précisément de le faire et d'y répondre concrètement
Mais ça devient possible, parce qu'il y a un moment, même si on avait la meilleure volonté du monde, ça devient tout simplement impossible. Mais là, ça veut dire parce que, voilà, possible parce que là, il y a une inflexion, si je peux dire, sociologique, qui fait donc, que... on va arriver dans une seuil où il y a une pression Voilà, démographique mieux maîtrisée, plus maîtrisée, voilà. avec aussi des chantiers ouverts aujourd'hui de rénovation de l'école, système éducatif. Qu'on le veuille ou pas, il y a une baisse du chômage aussi globalement. Hein. Ça, c'est les statistiques qui donnent cela. C'est pas simplement des paroles comme cela pour rassurer. Et donc, sauf qu'on a le chômage des jeunes qui est en hausse, qui lui est en hausse, oui, mais qui reste important et structurel. Voilà, globalement, et surtout le chômage des jeunes en l'occurrence, qui passe de 20 à 18, n'est-ce pas, d'une façon de plus en plus concrète. Et donc, cette inflexion est quelque chose qui va sans doute avoir aussi tout un ensemble de répercussions sociales, culturelles et puis évidemment sur l'emploi. Alors bon, il y a évidemment tout un ensemble d'éléments. On sait bien que c'est un des champs les plus délicats, c'est le champ de l'éducation, parce qu'on n'arrive pas encore à trouver, si je peux dire, le tempo qui fait qu'on puisse être véritablement satisfait en fin de parcours de la formation, du profil de sortie, si je peux dire, de tous ces jeunes qui sont dans ce cadre. Il y a la fameuse question qui se pose sans cesse et à laquelle il faut bien parvenir à répondre à un jour ou à l'autre, qui est celle de la langue utilisée, n'est-ce pas? C'est toujours très compliqué. Mais il y a des solutions. Pourquoi c'est toujours compliqué? Parce qu'on aborde des choses d'une façon idéologique au lieu de l'aborder d'une façon opérationnelle. C'est-à-dire que quand on en parle d'une langue étrangère, c'est par exemple on parle le français, il y a un lien périphérique et direct qui est fait avec une menace sur l'identité. On associe langue et identité en fait. Déjà, pour rester simplement dans la langue arabe, il y a un problème. Vous savez, toutes les études connues ont toujours montré que l'impact d'une langue maternelle est toujours beaucoup plus fort, beaucoup plus intéressant du point de vue de la rentabilité scolaire. Or, ce qu'on doit parvenir à faire pour notre part, c'est simplement faire en sorte, non pas d'introduire la darija, comme certains le disent, comme ça. Vous êtes contre, vous Vous êtes contre? C'est pas que je sois contre, c'est qu'il faut trouver une langue moyenne. Et intermédiaire. Fonctionnelle, voilà. Entre l'arabe classique et le Maroc, par exemple, a trouvé depuis longtemps, dans le langage poétique et dans la littérature populaire, le milhoun, n'est-ce pas, qui est très proche de l'arabe classique, n'est-ce pas, et qui est en même temps très beau, qui a produit des œuvres absolument fantastiques pendant des siècles, voilà, et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y a là quelque chose de manière à ce que on puisse se rapprocher à la fois du langage parlé vivant et que ce langage parlé se rapproche lui-même de la langue classique. Vous serez là-dessus justement par rapport à la langue maternelle qui serait au service effectivement de la profitabilité, de la rentabilité intellectuelle et psychologique de l'enfant. Aujourd'hui, on voit partout dans le monde, dans les pays développés, dans les pays de puissance moyenne comme nous ou autres, où l'enseignement de l'anglais est de plus en plus tôt et de plus en plus prématuré dans le système éducatif. Est-ce que nous, le vrai sujet, est-ce qu'on ne s'éloigne pas du vrai sujet débat de se dire plutôt une langue intermédiaire entre l'arabe classique ou l'arabe darija, se dire voilà, réfléchissons aussi. Les langues étrangères, on peut toujours les acquérir d'une façon assez simple. Ce n'est pas très compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est de sentir la langue que l'on utilise. Vous savez, une langue, elle fait partie d'un affect, d'un imaginaire. C'est la fameuse Madeleine de Proust, n'est-ce pas? C'est quelque chose avec lequel on va créer et qui est entendu lorsqu'on est encore embryon, n'est-ce pas? Dans le ventre de notre mère, on a déjà un rapport particulier avec la langue. Donc c'est cette langue-là qui devient l'outil de la créativité et de la pensée la plus intime et la plus profonde. Donc c'est cette conjonction-là, déjà, pour travailler, n'est-ce pas, comme beaucoup d'autres l'ont fait. Et vous savez, l'anglais que l'on parle dans le monde n'a rien à voir avec l'anglais de Shakespeare ou l'anglais littéraire. C'est un anglais très utilitaire, et très simplifié. L'anglais, je crois que c'est le Japon qui a décidé d'introduire l'anglais à l'âge de 7-8 ans pour les enfants déjà dans le scolaire, le japonais. Donc au Japon, pays aussi relativement conservateur. Donc est-ce que nous, c'est superposable? Est-ce qu'on pourrait pas, selon vous, est-ce qu'on peut s'inspirer aussi de ce type de démarche et de décision dans un pays comme le Japon? Sa Majesté a souligné quelque chose d'extrêmement important par rapport à l'enseignement, c'est l'importance du préscolaire. Et c'est pour cela que, justement, tout ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est le préscolaire et le moment de cette transition.
et de cet apprentissage de cette langue Oui, c'est le qui moment est à clé, la là. fois le moment clé, hein, où on sort de chez soi, mais on va aussi apporter quelque chose à l'intérieur même de la maison qu'on acquiert dans ce cadre-là et qui va nous permettre de faire cette transition. Nous parlons de transition démographique, il faudrait parler aussi de transition pédagogique, en l'occurrence linguistique, pour finalement être bien dans sa langue, dans son expression. Être à l'aise, être en situation Voilà, de, qui n'est pas de zone de simplement, confort, en fait. pas simplement faite de mots, mais elle est faite aussi d'affect, elle est faite aussi d'émotions, elle est faite De sensibilité. de créativité. Et donc, c'est ce moment clé dans lequel on doit apprendre cela. Et bien sûr, toutes les autres langues, des éléments d'autres langues, le français, l'anglais, Mais vous êtes, n'est-ce pas? vous êtes plus pour le français ou plus? Parce qu'il y a tout un débat moi, aussi de je se dire, ouais, mais sur le pense, Maroc je est un pays pense, oui, francophone, après, c'est mais toujours- l'anglais c'est la langue internationale. Oui, Donc, c'est toujours idéologique. Vous Ouais. savez, on ne peut pas passer la réalité historique avant le côté idéologique. Le français fait partie de notre culture. c'est une composante de En fait, notre c'est une composante de de notre la culture. société Est-ce que c'est marocaine. une C'est un composante fait. Est-ce que c'est On une ne peut composante de pas- notre identité? Oui, Pour d'une vous, certaine Fawzi façon, Saleh. oui, Oui. oui, absolument. Vous savez, les identités ne sont jamais figées, ce sont des identités évolutives et multiples. Nous sommes chaque fois, chacun d'entre nous, beaucoup de choses à la fois, qui ne sont pas contradictoires, qui peuvent être complémentaires. C'est à nous de les vivre d'une façon Et de complémentaire. les faire vivre, en fait. Et non pas exclusive, n'est-ce pas? Et finalement, comme un déchirement identitaire ou un désarroi identitaire. C'est à nous de faire vivre tout cela de telle manière à ce que ces identités puissent s'ajouter et puissent devenir pour nous un moyen de nous accomplir Une davantage. véritable richesse. Donc le français fait partie de notre histoire, fait partie de notre littérature, fait partie de notre pensée, mais l'anglais aussi. Et je veux dire, rien ne nous empêche d'acquérir l'anglais aussi, même dans les plus jeunes des âges, puisque c'est là où nous avons une capacité, c'est éprouvé, où le cerveau a la plasticité Ah oui, la plus véritable élastique. grande pour pouvoir intégrer les éléments qui peuvent être développés par la suite, et d'où l'importance, encore une fois, toute particulière de ce moment crucial du préscolaire. Du préscolaire. Donc, et l'accent d'ailleurs a été mis effectivement dans la réforme du système éducatif là-dessus. Juste avant de passer au soufisme, à la culture soufie, donc à l'apaisement, c'est ça? Vous escalez juste une petite question sur. En préparant l'émission et en préparant votre venue, je tombais sur une information, le chef de gouvernement qui vient d'appeler en fait à ce que la mise en place, à ce qui est l'application d'une circulaire qui porte sur l'obligation d'utiliser les langues arabes et amazighes dans tous les documents administratifs qui concernent l'administration publique. Oui, c'est une très bonne chose. Parce que ça avait été fait auparavant, et Oui. puis il lui a dit que ça n'a jamais marché. Enfin, c'était en 98 et je crois savoir, voilà, 2008, je regarde mes notes. Et là, en fait, il dit, voilà, 2018, maintenant, voilà, je veux que ce soit appliqué. Obligation d'utiliser l'amazigh et la langue arabe dans les documents a administratifs. été décrétée langue officielle avec la langue arabe, n'est-ce pas, dans la constitution marocaine. Donc, il est clair que tout cela doit être traduit ensuite dans les faits. Et en plus que cela, quand on parle de l'amazigh, ce n'est pas simplement la langue. Certes, il faut maintenant décliner la langue dans le quotidien, dans l'apprentissage. On parle de l'anglais, on parle du français, mais on peut apprendre l'amazigh à nos jeunes enfants. C'est important. C'est aussi une composante de notre richesse. identité. C'est une richesse, n'est-ce pas? Mais en même temps, ce n'est pas qu'une langue, c'est aussi une culture. C'est un patrimoine culturel de tous les Marocains, n'est-ce pas? Quel qu'il soit, de quelque appartenance ethnologique qu'il soit. Donc, il faut bien faire attention que l'arabe, par exemple, n'appartient pas qu'à ceux qui sont d'une ethnie arabe. Ce serait stupide. L'arabe est un patrimoine marocain, de la même manière que l'amazigh appartient à tous les Marocains, quels qu'ils soient. Et donc, en l'occurrence, il faudrait aussi introduire la culture et l'histoire du Maroc amazigh, n'est-ce pas? La poésie, l'art très souvent oral, musical, n'est-ce pas? De ce patrimoine qui est extrêmement important dans notre pays. Et c'est comme cela qu'au-delà de l'apprentissage, si je peux dire qu'il soit un devoir, que ça puisse être, encore une fois, lié à l'imaginaire, à l'émotion et à la créativité. Quand je vais poser cette question sur la décision prise par le chef de gouvernement de rendre obligatoire l'utilisation des langues arabes et amazighes dans tous les documents administratifs, simplement parce que il se pourrait que dans les prochaines heures, les prochains jours, on voit sur des sites, des médias digitaux, sur les réseaux sociaux, une interprétation, une lecture de cette décision. En fait, comme quoi, voilà, c'est un Maroc qui se ferme, un Maroc qui, voilà.
qui n'est pas forcément ouvert, le fait de vouloir, comme ça, de rendre obligatoire l'utilisation de la langue arabe, de la langue amazigh dans les documents administratifs. Pour vous, ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire les Marocains francophones, de culture francophone, voilà, est-ce que Écoutez, qui vont peut-être dire ah ben là c'est pas logique, c'est pas normal, pourquoi pas les documents administratifs aussi en français? Ah oui, moi, Vous faites partie de ma sensation serait que toujours avec le aussi. Il ne faut voilà. jamais restreindre. Ouais. Hein, avancer, ce n'est jamais exclure. Hein, c'est s'ouvrir davantage et c'est dans cette dynamique-là qu'il faudrait qu'on se place. Bon, ben, écoutez, il y a beaucoup de Marocains qui ont des difficultés pour le moment avec la langue arabe. Ou la langue amazigh aussi. Et la langue amazigh, il faut évidemment qu'ils travaillent là-dessus, ça c'est évident. C'est aux citoyens de faire l'effort. Voilà, et que l'éducation soit en phase avec ces nécessités-là. Mais encore une fois, l'histoire du Maroc, elle est aussi celle de la langue française, de la littérature française. Ce qu'on oublie parfois, voilà, c'est que des auteurs, les Marocains de culture francophone sont aussi le pur produit de l'histoire. Voilà, en fait, de notre histoire. De l'histoire collective. La politique doit toujours avoir à faire avec le réel et non pas l'idéologique. L'idéologique, c'est d'avoir une pensée préétablie et on veut faire rentrer d'une façon forcée le réel dans ces cases préétablies. Ce qui est la pire des choses, chaque fois que cela s'est fait dans n'importe quel pays, cela a abouti tout simplement à des catastrophes et à des résultats calamiteux. Alors maintenant, ça nous amène à parler de soufisme. Oui. Soufisme. Est-ce que le soufisme dans tout ça permet, est-ce que d'avant tout c'est une culture, une espèce d'état d'esprit, permet aussi, si on adopte ce logiciel culturel, permet aussi de mieux appréhender ce qu'on disait au préalable, précédemment. C'est-à-dire effectivement tout ce qu'il peut y avoir, oui, l'obligation faite d'utiliser la langue arabe et la langue amazigh dans tous les documents administratifs. Si on est imprégné par le soufisme, on prend un peu de recul aussi, puis on se dit voilà, pas de jugement hâtif, on part pas animé par des stéréotypes et des schémas fermés. On est ouvert. Absolument. Vous savez, le Maroc est une terre du soufisme, de cette culture-là, depuis des siècles. Depuis pratiquement la fondation du royaume du Maroc par Idriss Ier puis Idriss II, et jusqu'à aujourd'hui, tout l'islam du Maroc s'est décliné dans cette culture-là. Et notre ministre des Affaires islamiques a fait un travail remarquable en éditant un livre avec une étude critique de Tadili, Kitab Tashouf ila Rijal Tasawwuf, n'est-ce pas? Regard sur des hommes du soufisme, je crois qu'il était traduit un petit peu comme cela. Et ce livre-là indique depuis les premiers moments fondateurs de notre tradition de l'islam au Maroc, à quel point le soufisme a été axial et fondamental dans toute cette histoire. Donc c'est un patrimoine qui est extrêmement important, extrêmement riche, beaucoup plus qu'on ne l'imagine, parce que je crois qu'il nous faut aujourd'hui simplement pouvoir avoir des clés de lecture et de compréhension de ce patrimoine qui est là, mais qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'on a parlé de présence du soufisme. C'est une présence qu'on ne voit pas toujours et qu'il faudrait pouvoir décrypter et comprendre. Justement, pour les nouvelles générations, le soufisme. Très souvent, on vient du soufisme, il dit c'est quoi? Il me parle de quoi? C'est quoi? C'est un ovni? C'est là où il y a quelque chose qui est en train de se jouer aujourd'hui, je crois, qui est fondamental, qui est même stratégique dans notre champ socioculturel. C'est que nous avons vécu un clash entre la modernité et puis la réaction, ou les réactions à la modernité, qui ont été des idéologies politico-religieuses, n'est-ce pas, qui se sont installées, et comme si tout ce qui devait se faire autour de la religion ne pouvait prendre que cet aspect-là, à côté d'un islam, si je puis dire, je dirais traditionnel, qui continue de passer d'une génération à une autre. Mais peut-être que ce que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui, c'est l'islam. Mais pourquoi? Parce que l'islam est porteur d'une spiritualité profonde. Et cette spiritualité s'est exprimée à travers des arts, de la poésie, de la littérature, de la pensée, des valeurs sociétales, un art de vivre, une façon d'être, et donc tout un état d'esprit qui fonde une civilisation.
et qui lui donne son âme et qui lui donne son orientation. Et c'est de ça dont on parle quand on parle de cette culture du soufisme, que l'on découvre aujourd'hui et que l'on doit découvrir. Vous savez, j'ai invité parmi les conférenciers qui ont été présents parmi nous dans le festival qui vient de passer sur la culture du soufisme, un Égyptien qui est Mohamed Abdou Moutawalli, qui est un grand spécialiste du soufisme et en l'occurrence d'une figure du soufisme qui est Al-Hallaj. Mais ce dont il a parlé, c'est tout à fait autre chose. Il a parlé du phénomène d'un roman tout à fait récent de Elie Shafak, une turque, qui s'appelle Soufi mon amour, qui est traduit, maintenant je crois qu'il a atteint des dizaines et des dizaines de millions de donc traduit en plusieurs langues aussi. De diffusion à travers le monde et dans toutes les langues. C'est quoi, c'est une histoire d'amour qui est romancée dans son ouvrage? On parle d'amour de manière... C'est une espèce de vis-à-vis, de flashback entre l'époque de Rumi et de Shamsuddin Tabrizi, qui était son maître, et ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés. Et c'est écrit d'une façon... Bon, Elie Shafak est une romancière talentueuse qui a beaucoup de succès, mais ce roman-là a eu un impact au-delà de tout ce qu'on peut attendre finalement d'un écrit quel qu'il soit. Pourquoi, selon vous? Parce qu'il correspond aujourd'hui à la soif qui est celle des jeunes. Justement, alors son exposé était sur comment est-ce que les jeunes de la place Tahrir ont été déçus de tout ce qu'on leur a proposé. À la fois les schémas religieux, idéologiques, qui étaient portés par les frères musulmans, et portés par une idéologie religieuse, qui par reste un islam peu politique, standardisée, qui reste collective, dans lequel l'individu, la personne n'a presque pas de place. Et puis la démocratie laïque, occidentale, moderniste, telle qu'on peut se la représenter dans n'importe quel pays autre qu'un pays qui a une histoire différente. Et donc, d'un seul coup, ils ont vu dans cela quelque chose qui correspond à leurs aspirations, c'est-à-dire du fait que la personne, l'individu, puisse naître dans cette culture de l'islam et puisse avoir sa place et son rôle en tant qu'individu singulier, qui ne ressemble à aucun autre. Ça veut dire quoi, Fawzi Israeli? Ça veut dire qu'en fait, le soufisme, sans vouloir être réducteur, est-ce que si je dis que le soufisme, c'est une offre alternative spirituelle, de croyance aussi, de croyance en soi aussi, peut-être avant tout, mais qui voudrait être un rempart ou être une complémentaire, en tout cas, à toutes celles et ceux qui auraient une expression un petit peu rigide de l'islam. C'est-à-dire que les soufis ont toujours joué ce rôle depuis le début, n'est-ce pas? Pour remonter à Abou al-Hamid al-Ghazali avec son Ihya Ulumuddin, n'est-ce pas? Régénérescence des sciences de la religion, qui était un moment fondateur, n'est-ce pas, dans l'impact que le soufisme a pu jouer ensuite dans les sociétés musulmanes. Mais il a toujours joué ce rôle de ne pas laisser les enfermements idéologiques finalement enlever la substance la plus essentielle de la religion, c'est-à-dire la dimension spirituelle, humaine, personnelle et expérientielle. C'est la paix avec soi-même, savoir qui on est, la place qu'on occupe dans la société. Une meilleure connaissance de soi, une réconciliation avec soi-même, une meilleure compréhension de soi. C'est une voie véritablement psychospirituelle, c'est-à-dire c'est vraiment se connaître soi-même et pouvoir finalement se libérer de tout ce qui peut en nous-mêmes créer cette sensation en fait. de déchirement, d'incompréhension, de se sentir perdu. Finalement, la meilleure identité, c'est pas celle que l'on trouve à l'intérieur, à l'extérieur, mais c'est celle qu'on va trouver au plus profond de soi. Et c'est cela que nous apprend le soufisme par tout un ensemble d'exercices, d'approches qui sont développées au sein même de cette culture de l'islam. Et en fin de compte, on arrive à donner par là même une dimension, si je peux dire, qui est recherchée avec une soif extrême, mais qui n'est pas toujours trouvée facilement, parce qu'il fallait les clés un petit peu. Par exemple, ce roman donne un petit peu, d'une certaine façon, ces clés-là, n'est-ce pas? Parce que d'un seul coup, les gens reconnectent leurs besoins les plus profonds, les plus intimes, avec ce qui se passe autour d'eux, avec leur environnement, n'est-ce pas? Et il y a la reconnaissance aussi de la personne humaine, et puis aussi la reconnaissance de cette quête qui s'exprime dans nos jeunesses, n'est-ce pas? Dans la jeunesse qui a besoin d'une quête de sens, d'une quête de vérité, d'authenticité et tout cela. Et de rêve. Et donc à partir du moment où tout cela
et reconnecter pas simplement comme quelque chose d'absolument marginal et personnel, mais qui est aussi vécu dans le collectif, aussi vécu dans le partage, eh bien, ça permet d'opérer quelque chose d'absolument extraordinaire, en réalité, de presque miraculeux. Mais bon, il arrive toujours à un certain moment où il y a cette épistémie, n'est-ce pas? Il y a ce moment où il y a ce saut du sens, où les choses qui étaient impensables auparavant deviennent possibles. Eh bien, ces jeunes-là se reconnectent avec un patrimoine qui est extrêmement riche, extrêmement profond, ne serait-ce que le patrimoine, par exemple, poétique, Al-Harraq, n'est-ce pas, ou l'Ibn al-Farid, ou la Shusturi, ou bien simplement aussi philosophique et spirituel, comme Ibn al-Arabi, et d'autres encore, ou Gili et d'autres encore. Et donc, d'un seul coup, on se rend compte qu'on est lié à tout un imaginaire collectif d'une extrême profondeur et richesse, Et sans seulement mais historique que et culturel. nous le reprenons à chaque fois à titre individuel. Ce n'est pas simplement un corpus qui vient s'imposer à nous, mais c'est une sorte de grand banquet dans lequel nous allons nous servir pour prendre ce dont on a besoin et de pouvoir repenser les choses Pour être en paix à son avec soi-même échelle et tendre vers personnelle. l'épanouissement personnel. Oui, mais parce que tout le monde cherche cela, parce qu'on parle de En crise réalité, c'est ça, ouais. partout autour Ouais. de soi. Mais cette crise ne sera jamais résolue parce qu'en réalité, on ne va jamais au fond des choses. La crise est principalement spirituelle. C'est d'abord la crise du sens qui est en jeu, Quelles que soient les croyances religieuses. quelles que soient les croyances. Ça Et va aujourd'hui, au-delà c'est- des aujourd'hui, croyances et c'est des... cela qui est en jeu dans tout le monde dans lequel nous nous trouvons. Et c'est pour ça que rien ne semble nous satisfaire. On a tout le temps des propositions, mais rien n'ira jamais. Parce Donc, du coup, quand on dit ça par rapport à ce qu'on disait en début de débat, GMT+1 ou GMT-1 ou GMT0, ça Voilà, va- tout on peut prend- faire débat parce qu'il y a, si vous voulez, j'ai quelqu'un avec lequel j'ai fait pas mal de conférences et on a pas mal échangé qui s'appelle Patrick Vivray, qui est un magistrat français qui est en même temps philosophe et qui a essayé de déterminer économiquement le coût du mal-être dans une société. C'est-à-dire quand on est mal avec soi-même, C'est chiffrable, eh bien, effectivement. on commence à chiffrer les choses parce qu'on va aller vers un consumérisme exacerbé, une surconsommation compensatoire. On va aller peut-être aussi vers les dérives de toutes les drogues, de tout l'alcool, de tout, et ça a un coût. Des qui formes est- de violence qui est- aussi. On va aller vers une forme de violence, vers une surenchère, même au niveau des États, une surenchère de surarmement qui n'en finit plus, et qui est tout à fait en déphasage avec le réel et avec les besoins véritablement de défense que chaque pays peut avoir, avec une espèce de pléthore de publicité qui vient polluer finalement tous nos environnements et de façon permanente. Je veux dire, on n'a pas besoin de tout cela. On peut aller peut-être un peu plus, d'une façon plus raisonnable, parce que une autre personne pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration appelle la sobriété heureuse. N'est-ce pas? Sobriété heureuse. Voilà, donc il y a quelque chose, il y a des équilibres à trouver, il y a des réponses à trouver et à donner dans ce patrimoine qui est absolument extraordinaire et dans la capacité de créer un autre vivre ensemble qui ait plus de sens, qui soit porteur de sens et finalement d'un modèle de développement et d'un modèle sociétal qui correspondent plus à notre histoire et à l'esprit de notre histoire. Donc, dans le modèle de développement aussi, qui a trouvé, en tout cas, à mettre en place cette composante spirituelle, soufisme, elle a toute sa place. Elle est nécessaire aujourd'hui. D'autres, sous d'autres cieux, vont peut-être trouver d'autres formes de spiritualité. Vous savez, déjà, Max Weber avait montré le lien qu'il pouvait y avoir entre les croyances, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. C'est cette œuvre majeure de Max Weber qui avait montré à quel point la forme nouvelle du capitalisme était liée à une certaine forme de puritanisme protestant, n'est-ce pas, qui, en l'occurrence, qui s'est développé avec Luther et qui s'est ensuite répandu à partir du XVIIIe siècle, et puis aux États-Unis avec les baptistes et tout cela. Donc il faut bien comprendre une chose qui est très importante, c'est que les valeurs, la spiritualité ont un impact direct sur la façon dont on conçoit le monde autour de soi et la façon dont on conçoit l'entreprise, la façon dont on conçoit le vivre ensemble. Et c'est quand on comprend cette dialectique qui est entre les deux que l'on peut imaginer un développement global qui, pour ma part, j'appellerais, en ce qui concerne le Maroc, un développement civilisationnel. Civilisationnel. Donc, arrêtez de courir et pas forcément sans savoir où aller. Il faut savoir se poser et se poser déjà avec soi-même. C'est pour vous déjà l'essentiel. Dernière petite information, actualité sur laquelle je souhaiterais, Fawzi Srali, vous faire réagir. Vous n'avez pas manqué, comme moi, de relever le fait qu'une jeune Marocaine de 8 ans a remporté un prix, le prix de la lecture du monde arabe, qui a été remis hier avec la larme à l'œil. Bien sûr. Voilà.
Qu'est-ce que ça vous a inspiré en termes d'image quand vous avez vu une jeune Marocaine de 8 ans remporter ce prix de lecture voilà. du monde arabe? Voilà, ça veut dire quoi? C'est une partie du Maroc aussi, c'est de la marocanité, c'est une partie du Maroc et ça a ému tous les Marocains et ça nous renvoie vers quelque chose, vers l'émulation positive. C'est-à-dire que nous devons, et ça aussi c'est quelque chose qui vient du spirituel, nous devons dans notre pays, et ça peut être un moteur de développement fondamental, tout le temps encourager ceux qui vont de l'avant, parce que ceux qui vont de l'avant vont tirer finalement tout le monde. Et à l'inverse, si on ne va pas dans cet esprit, on est beaucoup plus sur l'esprit égocentrique et sur le fait de ne penser quelle est ma part dans tout cela. Et à partir du moment où je n'y suis pas... On tire tout le monde vers le bas. Tout le monde vers le bas. Et ça a l'air de rien, mais simplement ce qu'on appelle itar, c'est-à-dire la préférence des autres à soi-même, n'est-ce pas? C'est un principe du soufisme, n'est-ce pas, qui est fondamental, c'est la générosité de l'âme, la bienveillance finalement. Eh bien, si on arrive à diffuser ce type de valeurs, ça peut avoir un impact tout à fait important et tout à fait concret sur la façon dont on œuvre ensemble, dans une même intelligence collective, à produire une certaine forme et un certain projet de développement. Pour vous, cette jeune fille de 8 ans, est-ce qu'elle est d'ores et déjà, j'allais dire, un symbole? Oui, ou pas? Elle doit l'être, mais il ne faut pas que ce soit une exception non plus. C'est un symbole, parce qu'on vit toujours avec des mythes, avec des représentations, avec des choses qui nous permettent d'aller de l'avant, mais en même temps, et c'est pour ça que je voulais un petit peu aller de là à quelque chose d'un peu plus général, en même temps, c'est encourager tous ceux qui sont autour de nous, voir que la réussite de l'autre est notre propre réussite. Si on arrive à avoir cet état d'esprit, et on peut le faire, parce que nous avons la culture pour le faire, eh bien, ça pourrait changer beaucoup de choses. Merci, Fawzi Srali. Merci. J'ai bien envie, je me dis, je ne peux finir que là-dessus, par ces paroles-là. Effectivement, ce transfert, cette générosité aussi, et de se dire, mon bien-être passe aussi, et avant tout, par le bien-être de Fawzi Srali. C'est ça, en fait. Oui, absolument. Je pense et que mon bien-être ne passe pas par le mal-être de Fawzi Srali. Voilà. Et comme il y a donc, si on est sur un coût du mal-être, mais il y a aussi des bénéfices du bien-être qu'il faut savoir pouvoir peut-être prendre en compte plus que jamais aujourd'hui. Merci en tout cas, Fawzi Srali, parce que je rappelle aussi que vous êtes venu de Fès pour être présent parmi nous et pour nous donner le là à la fois sur votre vision d'appréciation de l'atmosphère ambiante, vision un petit peu de tous ces défis, modèles de développement et modèles de société aussi, et la part du soufisme et la part de la spiritualité comme composante essentielle en termes de proposition de valeur pour un modèle de développement où le bien-être nous allons assister de chacun peut-être aujourd'hui à cet éveil spirituel, comme on avait parlé de Sahwa en d'autres temps, une Sahwa du spirituel, et je crois que nous en avons tous Vous savez ce qu'on dit? Profondément besoin. L'histoire se répète toujours. Oui, mais on prend toujours avec une... Bien. Voilà. Elle se répète toujours, mais pour dire aussi des choses nouvelles. Positives, novatrices, et en tout cas qui permettent d'ouvrir un nouveau chapitre. Absolument. Merci en tout cas à vous, Fawzi Srali, anthropologue, écrivain, président du Festival de la culture soufie et membre de la HACA. Vous avez promis d'ailleurs dans une nouvelle chaîne télé, le paysage audiovisuel, qui devrait se transformer dans les prochaines semaines, prochains mois. Oui, c'est déjà le cas. Il y a eu déjà des personnes qui ont pris des autorisations pour ouvrir des chaînes à la fois de radio, à la fois de web TV, de web radio. Voilà, nous sommes en train des télévisions satellitaires. Je crois que nous sommes en train d'entrer précisément dans cette nouvelle phase. C'est tout ça aussi qui compose le nouveau modèle de développement d'ailleurs. Cette nouvelle phase, le développement, c'est simplement pouvoir aussi avoir une culture commune, de manière à ce que les esprits et les âmes puissent être en réseau. Voilà, pour produire du sens et pour produire de l'intelligence collective. Parce qu'elles ont toujours été connectées, donc. Voilà. Merci en tout cas, Fawzi Srali. C'est moi. Et je vous souhaite une belle journée. À vous aussi.